House of X et Powers of Ten ont réussi un tour de force. Nous redonner envie de lire des comics X-Men tout en y prenant beaucoup de plaisir. Si vous ne savez toujours pas ce qu'est House of X et Powers of Ten, je vous invite à aller voir la vidéo que je leur ai consacrée et de lire ces titres avant d'aller plus loin. Ces deux mini-séries n'étaient que le début de cet univers mis sur pied par Jonathan Hickman avec un ensemble de séries connues sous le nom de Dawn of X. J'ai lu tous les titres de cette nouvelle étape des X-Men et je vous donne mon avis sur ces titres à suivre et à ceux à éviter. Et pour que vous ayez le plus d'infos possible, j'ai demandé à des amis lecteurs des X-Men, eux aussi, de venir vous donner leur avis sur les séries qu'ils lisent. On sera parfois d'accord, parfois pas du tout, mais au moins vous aurez le plus d'avis possible. Le but est vraiment de vous guider et pas du tout de vous spoiler, donc ne vous inquiétez pas. En route pour Krakoa. Here comes a new challenger! Salut à tous, c'est Beaumasque, le mec masqué un peu trop fan de The Fix et Spider-Man Life Story. Alors merci beaucoup Wolf pour l'invitation, je suis vraiment très heureux de pouvoir parler ici de ma deuxième équipe de super-héros préférés, les X-Men. C'est un peu avec eux que j'ai commencé les comics Marvel, notamment avec Giant Size X-Men, qui est un peu le House of X de l'époque, suivi bien évidemment des Uncanny X-Men de Claremont et Byrne, mon titre de cœur. Alors, ces dernières années, mon amour pour les mutants a été un peu mis à mal, mais Jonathan Hickman a sauvé tout ça, a ravivé la flamme avec son House of X, donc autant dire que j'avais vraiment hâte de voir ce qu'allait donner ce Dawn of X. Here comes a new challenger! Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Noisy Bear du site Mighty. Si tu connais, tant mieux, si tu me connais pas, bah tant pis, enchanté. Tout d'abord, j'ai commencé cette vidéo en remerciant Wolf infiniment pour m'inviter à participer à cette vidéo sur le nouvel événement qui vont toucher des licences X-Men, Dawn of X. Bon, événement, façon de parler, hein, il s'agit juste d'un relaunch des séries régulières, mais ça me fait vachement plaisir d'en parler parce que d'abord, je suis fan des X-Men depuis super longtemps, 30 ans je pense, et ensuite parce que Dawn of X c'est la suite de ce petit bijou. Qui s'appelle, en fait c'est un diptyque qui s'appelle House of X et Powers of Ten, qui la publication vient d'être terminée en France chez Panini Comics dans la revue du même nom. Et ça en fait c'est donc le hardcover qui est sorti en VO, qui est en fait un très bel objet et je l'ai acheté sans attendre parce que en fait je suis ultra fan de ce qui est publié là-dedans. Here comes a new challenger! Bonjour, mon nom est SN Parod, ça fait 5 ans que je vous parle comics sur internet, plus de 10 ans de lecture comics et pratiquement tout autant de lecture X-Men. J'avais un peu de mal avec les X-Men au début car, en dehors de l'univers, en fait, ça fait pas trop sens que les types sans pouvoir fassent la différence entre comment les types reçoivent leur pouvoir, parce que c'est ça la différence entre les mutants et les autres super-héros. Mais après quelques lectures comme Edge of Apocalypse ou encore la saga du Phénix Noir, eh ben, j'ai été vachement accroché et j'ai largement rattrapé le côté X de la force. X-Men. C'est le titre principal du renouveau des mutants. Dans cette série, on suit Cyclope et son équipe de puissants mutants formés principalement des gens de la maison Summers, à savoir Cyclope, Jean Grey, Cable, mais la version ado, Prestige, Rachel Summers pour ceux qui se souviennent pas de son nouveau surnom, Havok, Vulcain et Wolverine. C'est la première ligne d'intervention des mutants. La série est l'occasion d'explorer un petit peu plus les relations au sein de cette famille et aussi d'explorer plus en profondeur Krakoa ainsi que les relations diplomatiques avec l'extérieur. X-Men est sûrement le titre le plus proche de House of X et Power of Ten, et donc le plus important, même s'il n'est pas du même niveau. Ici, on prend bien plus son temps et on profite pour faire quelque chose qui n'a jamais été fait sur House of X et Power of Ten, du développement de personnages. Que ce soit la famille Summers, ceux qui gravitent autour ou bien les ennemis, tous y ont un peu droit. Les épisodes se concentrent à introduire de nouvelles menaces pour une Krakoa qui tente de trouver sa place dans le monde. Du coup, le rythme est assez lent. On pose les bases et les quelques moments d'action ont peu de répercussions sur la suite. Pire, les éléments les plus marquants ne se passent même pas dans ce titre. Du coup, on se demande toujours où va la série. Mais ici, on joue sur une intrigue à long terme. Pas étonnant que ce soit proche de House of X et Power of Ten, puisque c'est Jonathan Hickman au scénario, et au dessin, on retrouve principalement Lenny Francis Yu, qui avait déjà fait ses armes sur les mutants, sur Wolverine ou sur les X-Men. Il faut aimer le côté plein de
très new, mais je trouve que ça colle parfaitement à l'ambiance. Et à titre perso, c'est peut-être dans cette série qu'il y a les épisodes qui m'ont le plus marqué. Sans grande surprise, c'est mon coup de cœur de ce relaunch, la suite forcément spirituelle de House of X, même si c'est très différent, beaucoup plus lent. Hickman prend davantage son temps avec cette série pour approfondir la nouvelle société mutante et leurs nouveaux ennemis, et c'est passionnant à suivre, surtout si, comme moi, votre mutant préféré est Cyclope, la vraie star des premiers épisodes. Il y a de quoi être un peu perdu au début, mais je pense que comme sa série Avengers, il va falloir attendre un petit moment pour vraiment voir où il veut en venir, et je pense qu'à la relecture dans quelques années, quand son run sera complet, ce sera passionnant. En tout cas, moi, c'est toujours un vrai kiff, chaque épisode est un pur bonheur. Série incontournable, X-Men de Jonathan Hickman, c'est la bible de Land of X. On nous raconte la vie sur Krakoa, les nouveaux préceptes, les nouveaux cultes, les nouvelles traditions. Tout ça vu par le prisme de la famille Summers. Puisque tout est vu en fait vraiment par rapport à la famille de Cyclops, et donc si tu as vu la couverture, tu as vu qu'il y a des personnages qui ne sont pas dans la lignée des Summers, mais qui sont dessus. Parce qu'il y a une raison, et c'est un gros spoiler du numéro 1, mais c'est super fun. La série est décomposée en épisodes one-shot, ou quasiment one-shot, et on voit que Hickman est en train d'installer des choses, beaucoup de choses, et qui vont nourrir ses futures histoires. En tout cas, il y a un énorme potentiel, et ça c'est vraiment cool. J'aime beaucoup cette série. Le titre scénarisé directement par Hickman lui-même est plutôt sympa à suivre. On y suit beaucoup Cyclope et c'est vachement cool, et en général la famille Summers étendue, ce qui apparemment implique aussi Wolverine. Soit. Le titre alterne entre scènes calmes qui font du bien et gros moments très impactants, mais on se dit que pour le titre principal, certains scénarios sont un peu légers. Mais une bonne lecture dans l'ensemble. Marauders, ou les X-Men pirates. On nous raconte les aventures maritimes d'une Kitty ne pouvant pas passer les portails de téléportation de Krakoa et de son équipe constituée de Storm, Bishop, Iceman et Pyro, qui mènent des missions de sauvetage afin de libérer les mutants qui ne peuvent pas venir à Krakoa, souvent par décision du pays où ils se trouvent. C'est aussi l'occasion d'en découvrir un petit peu plus sur la Hellfire Trading Company, dirigée par Emma Frost et Sebastian Shaw, la société mutante responsable de la production et la distribution légale ou non des fameuses drogues offertes aux humains, leur offrant une vie plus longue et guérissant des maladies. Le délire pirate peut paraître sympa à première vue, mais au fil des épisodes, il y a de plus en plus d'éléments qui m'ont fait décrocher du titre. Et finalement, les passages les plus intéressants sont ceux entre Emma Frost et Sebastian Shaw, et leur lutte de pouvoir pour le contrôle de la Hellfire Trading Company. On sent bien que cet affrontement va certainement aller à l'encontre des règles de Krakoa, et pourrait même faire sombrer cette utopie. Par contre, une fois passé le changement de Kitty, le personnage paraît fade, une parodie d'elle-même. Tout comme X-Force, Marauder s'intéresse plus aux relations que le monde a avec Krakoa, mais il le fait avec son propre ton qui n'est pas toujours en accord avec le reste des séries. Au moins, Marauder ne laisse pas indifférent. Soit on aime, soit on déteste. Qu'est-ce qui m'a fait décrocher de Marauders ? Déjà ces ennemis qui sont pas vraiment top. Puis quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ils prennent un fichu bateau quand les X-Men sont connus pour leur avion le Blackbird ? Tu sais, celui qui a des capacités furtives, qui va super vite ? Bah ouais, mais ça fait pas très pirate si c'est pas un bateau. Voilà. J'ai aussi un énorme problème avec Kitty Pryde. Ça fait des années que le personnage change, un peu dans toutes les directions, avec des évolutions pas mal out of character, devenant un prof autoritaire tout d'un coup, le chef des Gardiens de la Galaxie, chef des X-Men, et désormais une pirate pochetronne, super pote avec Emma Frost, qui s'amuse ouvertement à blesser grièvement des adversaires et qui veut se faire appeler Kate parce que c'est plus une gamine. Et je vous parle même pas du reste de son équipe qui ne sert à rien. Oui, je peux déjà vous l'annoncer, depuis la relance, Storm est toujours un personnage secondaire, de même pour Iceman. Quant au nom de l'équipe, oui, Kate ne veut pas qu'on puisse le rattacher aux X-Men, mais reprendre le nom d'une équipe qui t'ont fait super souffrir, ainsi que tous les mutants, et redorer ce nom en sauvant les mutants, c'est un petit peu space. Surtout quand au final ce nom fait peur aux mutants. Et surtout que Sinistre va avoir lui-même sa propre équipe, qui, elle, reprendra le nom d'une équipe d'Emma Frost. C'est très logique. Kate Pryde, capitaine pirate, c'est un concept étonnant qui fait un peu office d'outsider dans Dawn of X. Et clairement, la série divise. On accroche au délire ou pas. Perso, j'aime assez l'ambiance qui s'en dégage et j'irais presque la recommander, mais à condition de passer outre de pas mal de défauts.
On a l'impression de ne pas lire une série d'On of X. Il y a l'écriture de Kitty, ce délire pirate qui est sympa, mais honnêtement, pourquoi ils ont besoin d'un bateau alors qu'ils pourraient utiliser le Blackbird? Vraiment, il y a plein de petits défauts comme ça. Alors, j'aime l'idée d'une équipe chargée de secourir des mutants prisonniers dans leur pays, mais même ça, je trouve que c'est assez survolé, tout fait forcé. Une lecture sympathique, pas essentielle, mais rafraîchissante si vous n'aimez pas trop le délire de Dawn of X. Mais honnêtement, la série, elle est bof. Dans les séries que je trouve incontournables, on a la série Kate Pride, qui est centralisée sur... Ah pardon, non, excusez-moi, c'est Marauders. Bah, c'est ça, non, c'est pas Kate Pride. Pardon. Du coup, pardon, ben, oui, parce qu'elle est centrée sur Kate Pride, enfin, on sait qu'on appelait Kitty Pride, mais il faut l'appeler Kate Pride, qui entretient une relation particulière avec Krakoa, et en fait toute la série est autour de ça, et je trouve ça super cool en fait, comme idée. C'est une série très politique, c'est fun, il y a de l'action, il se passe plein de choses intéressantes. On a une Kitty comme décrivait Claremont dans les années 80, punk et rebelle, maintenant tatouée. Et il y a Emma Frost, enfin il y a vraiment super choses, de super trucs. Coup de cœur ? J'aime beaucoup Kitty Pride et forcément un titre Kitty centré en mode pirate, ça me fait plaisir. Surtout si on lui donne un petit ton rigolo. J'ai un problème avec la caractérisation de certains persos comme Tornade ou encore Iceberg, mais ça inclut aussi des chouchous comme Bishop, donc du coup je fais la part des choses. Et en plus on y suit la machination du club des damnés et comment on peut maintenir cette organisation dans la direction que veut Xavier. Et le pire c'est que ça passe. Bref, j'arrive à passer outre mes problèmes et prendre mon pied avec ce titre. Excalibur ou les X-Men version fantasy. Suite à l'invasion des plantes de Krakoa dans l'Outre-Monde, le royaume d'Avalon a un nouveau protecteur en la personne d'Elizabeth Braddock. Non, il ne faut plus l'appeler Psylocke, elle n'est plus fusionnée avec sa contrepartie asiatique, Quanon, qu'on retrouvera plus tard. Elle se bat avec son équipe composée de Jubilee, Malicia, Gambit, Rictor et Apocalypse. Oui, Apocalypse. Afin de ramener la paix dans ce royaume qui a l'air d'avoir un rapport spécial avec les mutants. Là encore, ça a été une petite déception pour moi, car j'aime beaucoup certains des membres de cette équipe, que les précédentes versions étaient bonnes, surtout à l'époque de Claremont, et finalement, la série essaye de mélanger nos mutants avec le monde mystique de Marvel sans jamais arriver à donner quelque chose de cohérent. Excalibur ne plaira certainement pas à ceux qui ont connu l'équipe d'origine, et ceux n'ayant aucune connaissance d'Avalon et compagnie seront sûrement perdus. L'intrigue est assez brouillonne et offre des moments sympas comme Rictor qui n'arrive plus à contrôler ses pouvoirs, mais dès qu'on rattache le tout à l'Outre-Monde, ça devient vite n'importe quoi. Même les personnages agissent n'importe comment, au point que Gambit est le personnage le plus sensé d'entre tous. On parle quand même d'une série où Jubilee décide d'amener son fils sur le champ de bataille, plutôt que de demander à quelqu'un de le garder sur Krakoa. La série est centrée sur Betsy et sur Apocalypse. Les autres membres sont des pâles versions de ce qu'ils ont été avant. Peu développés et donnent limite l'impression d'être là parce qu'ils étaient disponibles. Bref, pas de vraie alchimie. La menace est pas vraiment claire et les conséquences aussi pour Krakoa. On voit juste qu'Apocalypse a l'air de tirer les ficelles dans l'ombre, et pourquoi aucune idée. Bah ça donne envie, hein. C'est dans Excalibur que naît le contexte de X of Swords. Par contre, voilà, c'est pareil, j'ai l'impression de dire en fait une fanfiction de Tiny Howard, avec des héros des années 90, une équipe sans risque. Il y a Betsy Braddock qui maintenant n'est plus Psylocke mais est Captain Britain. T'as Rogue, enfin Malicia, Gambit, Jubilee. Et du coup, j'aime bien en fait l'équipe, mais en même temps il n'y a pas de prise de risque. Le contexte est un peu particulier parce qu'on sort complètement de Krakoa, c'est plus dans la magie, dans l'univers de la magie que ça se passe. On est plus dans la continuité de Excalibur de Claremont ou de Captain Britain de Claremont ou celui de Alan Moore. Et du coup, c'est un peu bizarre parce qu'en fait on s'attendrait à une série vraiment très Krakoa et finalement pas du tout. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact, et bien le contraire. Donc voilà, c'est assez particulier. Moi c'est pas trop... J'ai lu en entier parce que je savais l'importance que ça allait avoir, mais c'est pas l'univers auquel j'accroche, etc. Pourtant c'est hyper bien écrit, même si c'est un peu bavard. Mais les dialogues sont assez cool, donc ce qui rend sont relativement bavards mais bien écrits. On est un peu dans le même style que Marguerite Bennett, si vous voulez, ou James Tynion chez DC.
Et du coup, c'est un titre que je conseille. Des personnages improbables rassemblés dans l'univers britannique des mutants, avec aussi un questionnement sur le nouveau rapport des mutants à la magie. Apocalypse fait ses manigances et est géré par les héros autour de lui, une des recettes de ce nouveau monde mutant. La narration est parfois un peu confuse entre les Captain Britain, le monde magique, le reste du Royaume-Uni. Un titre qui a une direction claire néanmoins et qui semble avoir un plan pour ses personnages. New Mutants ou les Kids X-Men. Dans cette série, on retrouve la plupart des membres des autres formations des X-Men, que ce soit les Nouveaux Mutants, Génération X ou les New X-Men. D'un côté, un des groupes va aller dans l'espace Shi'ar à la rencontre de Rocket, tandis qu'un autre groupe va partir en pleine campagne, voir ce que deviennent d'anciens membres qui ne donnent plus signe de vie. Il y a quasiment toujours eu un titre consacré aux mutants les plus jeunes, et c'est donc cette fonction que remplit New Mutants. Mais très vite, on découvre qu'il y a un problème, son inconsistance. On a 2 scénaristes, et c'est limite si on a 2 séries différentes. Celle scénarisée par Hickman, avec principalement les anciens New Mutants, et celle de Ed Brisson, avec les anciens New X-Men. Et le mélange entre les deux prend moyen, surtout qu'on change presque tous les 2 épisodes entre les 2 histoires. Le tout tranche avec le style de House of X et Power of Ten, ou même de X-Men. Mais quand on se dit que c'est des jeunes qui pensent enfin vivre leur meilleure vie, on peut le comprendre. Même si ce côté potache, bande de potes, irait mieux avec des gens n'ayant pas eu autant de vécu que les Nouveaux Mutants et toute l'évolution qu'ils ont eu ces dernières années. J'ai beaucoup plus apprécié l'histoire de Hickman, qui va encore bien puiser dans l'histoire des mutants, même s'il y a des éléments qui arrivent à m'en faire sortir, comme Cypher qui quitte Krakoa pour partir dans l'espace alors qu'il est le seul à savoir parler à l'île. Puis arrive la partie de Ed Brisson, qui est plus sérieuse, plus en accord avec le reste de Dawn of X. On a donc des personnages plus récents, et certains même créés par Ed Brisson lui-même, et là on est dans un récit plus bas du front, montrant que les humains sont méchants, et que même armés des meilleures intentions, il y a toujours des conséquences à nos actions. Une fois Sunspot et compagnie revenus sur Terre, c'est Ed Brisson qui passe aux manettes à plein temps, et sans être mauvais, c'est convenu et plutôt cliché, donc aussi assez oubliable. New Mutants c'est un cas assez particulier étant donné que je n'apprécie qu'une moitié de la série. On suit en parallèle 2 intrigues, 2 équipes écrites par Ed Brisson et Jonathan Hickman. Et autant j'ai adoré les aventures spatiales des Nouveaux Mutants d'Hickman, autant je vois l'intérêt de s'intéresser à d'autres jeunes mutants et montrer qu'ils existent encore, mais Ed Brisson n'arrive pas à m'intéresser à ces histoires. Et j'ai un peu peur qu'Hickman ne soit resté que le temps du premier arc, donc si la série doit être celle d'Ed Brisson, sauf rebondissement, je ne vous conseillerais que le premier arc d'Hickman et d'ensuite passer votre chemin. New Mutants par Ed Brisson. Alors en fait le truc de New Mutants c'est qu'il y a 2 séries en une. Et donc Ed Brisson il s'occupe de la 2e série. Donc qui était au début en alternance avec la première. Et qui en fait par la suite devient en fait il n'y a plus que cette série. L'autre c'est quasiment une mini-série. J'en reparlerai un tout petit peu plus tard. Et New Mutants par Ed Brisson, c'est ultra classique. Sincèrement, le contexte de Krakoa, on s'en fout un peu. En fait, on est plus dans la continuité de ce que Brisson faisait sur X-Force que vraiment sur une suite ou un truc qui s'emprunte complètement de Krakoa. Je veux pas dire qu'il oublie le contexte, au contraire, mais voilà, c'est vraiment une série X-Men classique. Mais c'est cool parce qu'il raconte avec passion et avec talent, parce que c'est vraiment très bien écrit, des histoires qu'il aime bien, donc ça fait que la série est plaisante à lire. Par contre, au niveau dessin, c'est pas top, il y a un peu de tout en fait, il y a du très moche, du très très beau. Voilà. Mais moi j'aime bien en fait, je continue à suivre la série avec plaisir, je suis aussi content qu'il s'en aille du bouquin, en espérant d'avoir une série un peu plus sympa. Mais mon coup de cœur, mon véritable coup de cœur, c'est l'autre série New Mutants, donc celle écrite par Jonathan Hickman et dessinée par Rod Reis, dessinateur brésilien, qui est dans la lignée de Bill Sienkiewicz, donc sur une série New Mutants ça fait sens. Sauf que, c'est une série comique. C'est vraiment une série comique. Et donc c'est en fait des anciens Nouveaux Mutants et d'autres membres, et des membres de Generation X, Chamber and Mondo, qui s'en vont dans l'espace, pour un but bien précis. Et du coup c'est en fait leur mésaventure dans l'espace. C'est raconté par Roberto D'Acosta, personnage que j'adore, et qui fait en fait notamment les récaps des épisodes précédents, et dans lequel en fait il perce le 4e mur. C'est excellent, c'est super drôle, c'est fin, c'est super bien dessiné. Reis dessine un capital comédie dans ses dessins incroyable.
Et du coup, moi c'est mon coup de cœur de Nanofx. Et il faut pas rater en fait cette série. Il y a que 5 épisodes, donc ça fait vraiment une mini-série à part. Il y aura des conséquences dans X-Men, tout ça. Titre étrange qui ne plaira pas à tout le monde, mais au ton assez unique. 2 séries présentes en une, puisque de temps en temps on change de personnage, le temps d'une pause. Un ton très humoristique, mais attention, faut bien connaître ces mutants pour le coup. Par contre, pas du tout indispensable pour suivre le nouvel univers mutant, mais un à côté sympathique et au ton bien différent des autres titres. X-Force ou la CIA des X-Men. On suit une équipe découpée en 2 branches, celle servant à récolter des informations constituée du Fauve, de Jean Grey, de Black Tom Cassidy et de Sage, et de l'autre côté, l'équipe de terrain Black Ops constituée de Kid Omega, ou Quentin Quire pour les moins habitués à son pseudo, Domino et Wolverine, et parfois aussi Colossus. Leur but, faire face de manière non officielle à toutes les menaces que peut rencontrer Krakoa ou le peuple mutant. J'aime beaucoup X-Force car c'est la série qui montre au mieux tous les dangers auxquels les mutants de Krakoa doivent faire face et que finalement, le monde n'est pas devenu le si beau paradis qu'il semble être. C'est aussi ici que certains des événements les plus importants pour les mutants se produisent. L'avantage de cette série, c'est son scénariste, Benjamin Percy, qui arrive à comprendre l'ambiance mise en place par Hickman, à s'y coller tout en développant aussi ses propres histoires. On y voit les atrocités commises par les humains, les sales moments que vivent Wolverine et Kid Omega, la perte de la moralité du Fauve, oh ouais, il devient vraiment un vrai connard, le traitement du trouble de stress post-traumatique, le fait que Jean perd de plus en plus confiance en ce qu'elle fait, le titre est violent, sanguignolant et ça peut paraître gratuit, mais je le vois vraiment comme l'opposition nécessaire aux autres séries pour montrer les sacrifices nécessaires pour la sauvegarde de la nation de Krakoa. Il y a des hauts et des bas dans les épisodes, mais dans l'ensemble, c'est l'une des meilleures séries de la ligne, sachant au mieux faire avancer les choses, tout en travaillant l'évolution des personnages. Un début assez prometteur qui répond dès son premier arc à la question que l'on se posait tous durant House of X. Mais passé cet arc, la série m'a un peu déçu, peut-être parce que justement j'espérais ne pas avoir la réponse de sitôt, et si possible de la part d'Hickman. Bref, passé cet arc, la série n'a pas réussi à me séduire. Je ne saurais pas trop dire ce qui ne me plaît pas, peut-être une menace peu originale, le couple Jean-Logan qui ne m'a jamais plu, les dessins, ou peut-être simplement cette équipe d'X-Force, là où dans le même genre, Aliens me semblait plus adapté à l'ère Hickman. Je vous conseille quand même d'y jeter un coup d'œil, mais c'est un bof pour moi. X-Force, pour moi, ça me rappelle l'une des pires périodes des séries mutantes chez Marvel. C'est le Counter X, je sais pas si tu t'en rappelles, c'est fin des années 90, début des années 2000, ça devait être renouveau de la licence par Warren Ellis, qui est parti très rapidement. Il y avait Excalibur qui était dedans, il y avait X-Force et je crois qu'il y avait autre chose qui était inclus dedans. C'était pas bien, c'était avec des personnages qui étaient tous hyper baraqués et pas contents, et des dessins sombres et voilà. X-Force c'est un peu la même chose. Ça commençait plutôt avec une bonne promesse parce qu'ils arrivent à la fin du premier épisode, un gros événement. Voilà, ça c'était le truc imposé par Hickman. Derrière la série, ça focalise sur Black Tom Cassidy, personnage dont on n'a rien à foutre. Et même si j'engage en fait les scénaristes à mettre en avant des personnages dont on n'a rien à foutre, mais de faire bien en fait, de nous donner envie de dire ah non finalement j'en avais rien à foutre, mais maintenant j'aime bien. Non en fait là on nous écrit comme Rob Liefeld écrivait au début des années 90, d'une manière insipide, le personnage est insipide. Et du coup on a Domino qui revient à un truc badass, bête et méchante. Il y a plein de morts, il y a du sang, etc. C'est moche, chaque ça, ces dessins sont moches. C'est gribouille dans tous les sens pour faire vraiment dark. Et, ouais, c'est dark et c'est mature. Non, c'est pas mature, c'est puéril, tes dessins et tout ce sang, c'est puéril. Voilà. Je déteste typiquement tout ce titre. Je déconseille fortement. La série se veut la police secrète de ce nouveau monde mutant et on a parfois l'impression d'en découvrir plus ici que dans le titre principal. Certains personnages sont encore une fois bizarrement caractérisés comme Jean Grey ou le Fauve, mais pour les agents de terrain comme Wolverine, Domino ou encore Kid Omega, le titre est succulent. Coup de cœur quoi. Fallen Angel ou les ratés des X-Men.
On y suit les aventures de Quanon, l'assassin dont le corps abritait l'esprit d'Elizabeth Braddock. Elle est désormais la seule Psylocke et va se lancer dans une mission vengeresse accompagnée de X-23 et de Cable. Ne cherchez pas plus loin, voici le plus mauvais titre de tout Dawn of X. C'est d'ailleurs le seul qui se soit arrêté au bout de 6 épisodes, même si on a essayé de nous faire croire que c'est parce que le scénariste avait trop de travail sur des séries télé. Fallen Angel, c'est vraiment un cas d'école où quasiment rien ne va. Le comic essaye de nous parler de Quanon et de sa lutte pour retrouver son identité, de sa lutte face à un individu manipulant des personnages grâce à la technologie, et en y ajoutant des personnages random qui sont aussi considérés plus comme des armes que comme des personnes. Et random aussi pour le scénariste a priori, parce que faire de Quanon le maître qui va apprendre l'art de la guerre à Cable ou X-23, c'est assez marrant. C'est pas comme s'ils avaient passé toute leur vie à se battre, à être sur des champs de bataille. Les personnages sont tellement inconnus pour Bryan Hill qu'on revient à une X-23 qui ressemble à celle avant qu'elle ne porte le costume de Wolverine, voire plus. On met à la poubelle toute la caractérisation des personnages. Même graphiquement, le tout n'est pas très beau, assez sombre et avec pas mal de problèmes de proportion et d'anatomie. Mais il est dans quel sens son bras là? Au final, la série n'a aucune répercussion et sa fin aura donné l'occasion de redispatcher tout ce beau monde dans d'autres titres. Vraiment, Fallen Angels, c'est la série à éviter. J'ai vraiment essayé, pour X-23 que j'adore, mais bordel, quel est l'intérêt de cette série? Il y a tant de concepts à développer avec Krakoa, et vous consacrez une série régulière à ça? C'est vraiment mauvais, et affreux, et malgré son annulation, j'ai même pas eu le courage de finir les 6 épisodes. Ne perdez pas votre temps, c'est le pire titre de Dawn of X. Tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est nulle. C'est une mini-série en fait finalement, et c'est l'avantage, c'est qu'il n'y a que 6 épisodes. Maintenant l'inconvénient, c'est qu'il y a 6 épisodes. C'est Fallen Angels, écrit par Bryan Edward Hill. Moi j'étais hypé par la série parce que c'est le scénariste de la série du reboot de Angel en comics chez Boom Studio, et titre que j'ai vraiment adoré. Et là, c'est nul en fait. Voilà. Donc c'est pas hyper intéressant. Le dessinateur, je me rappelle jamais comment ça se prononce son nom, et je vais pas le faire par respect pour lui. Même si je trouve ça infâme ses dessins, j'ai pas de raison, j'ai pas d'animosité envers lui. Donc je ne vais pas gâcher son nom. Mais voilà, c'est pas hyper intéressant. Le contexte, on s'en fout un peu. Donc voilà. De base, je n'accroche que peu à ce genre de série qui se veut ultra dark pour pas grand chose, donc forcément je n'accroche pas. Et d'après certains amis qui d'habitude accrochent à ce genre de délire, ce n'est pas bon non plus. Franchement, le premier titre mauvais de la relance. Et c'est ici que se termine cette première partie sur Dawn of X avec les titres que vous pourrez retrouver dans les premiers numéros du softcover de Panini Comics. Je tiens à remercier mes petits camarades de jeu de s'être pliés à l'exercice. Vous pourrez retrouver les liens vers leur chaîne et site dans la description. On se retrouve très bientôt pour une seconde partie où l'on reviendra sur les autres titres Dawn of X, déjà sortis aux USA, mais encore à venir chez nous. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu et à la partager sur les réseaux sociaux. Tout le monde le dit tout le temps, mais c'est très important pour la visibilité de la vidéo et de la chaîne, et vous devez savoir depuis le temps que YouTube est pas toujours très sympa avec les petites chaînes. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle est votre série coup de cœur de Dawn of X et quel personnage vous aimeriez plus voir mis en avant. On se dit à très vite pour la suite, see ya!